Bonjour et bienvenue. Vous êtes à votre hebdomadaire Tribune, Presse et Écho, votre émission qui vous permet donc de suivre les analyses, les commentaires et les débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos chroniqueurs, nos invités qui sont des hommes des médias, des spécialistes sur les questions. Aujourd'hui, actualité, nous allons évoquer au plan national des sujets qui ont marqué donc l'actualité. Il s'agit en premier d'un sujet lié à l'attentat contre la personne du journaliste Guy Bama, mais il s'agira plutôt de parler aussi des questions de sécurité, de menaces et d'intimidation sur les personnes. Nous allons donc évoquer ce sujet. Et puis, second sujet, il sera question d'une grenade dans une école. On en a vu également, ça a été le débat toute la semaine. On va donc évoquer ce sujet. Et puis, troisième sujet au plan national, c'est le processus électoral, chevauchement entre enrôlement et en délivrance de pièces également. Session extraordinaire à l'Assemblée pour relire le code électoral. On va donc débattre de ces sujets-là et puis en international. Ce sera en France, à Pau notamment, avec le sommet G5 Sahel France qui se déroule donc le lundi 13 avec les chefs d'État du G5 Sahel et étendu à l'Union européenne et aux Nations Unies. Nous allons évoquer ce sujet-là avec mes invités. J'ai tout de suite à ma droite Évariste Concebo, il est chroniqueur média. Évariste Concebo est aussi président de l'association Le Cercle d'éveil, qui est une association de promotion défense des droits de l'homme et premier porte-parole de FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche international des stratégies. Merci Maître d'être là. Et puis enfin, je dirais troisième invité, Lengani Isaka, il est journaliste, directeur de publication de l'Opinion qui paraît désormais en ligne. D'ici là, notre quatrième invité, c'est Guy Bama qui va nous rejoindre sur ce plateau. Alors, on va donc débuter cette émission avec un sujet quand même, on le disait tantôt, un sujet qui a un peu créé, j'allais dire, le tollé général. On a vu les organisations des médias, on a vu les syndicats écrire sur le sujet. Il s'agit donc de cet attentat, nous on va dire comme ça, cet attentat dans le domicile d'un journaliste, notamment Guy Bama, un journaliste d'investigation. Mais au-delà, comment vous avez ressenti déjà cette information quand vous l'avez entendu, Maître, en tant que chroniqueur, homme, voilà, leader d'opinion Bon, diversement. D'accord. Parce que, bon, il faut savoir que c'est quelque chose, une menace qui a été portée sur quelqu'un qui a la profession de porter des nouvelles et d'investiguer. Donc, à partir de là, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce lié à sa personne? Est-ce lié à sa profession? Ou bien est-ce lié à une autre cause? Voilà des questions que normalement les enquêtes devraient révéler. Mais des questions qui ne trouvent pas de réponse ici au Burkina Faso. Parce que d'abord, nos agents enquêteurs ne sont pas formés pour ça. Ils n'en ont pas les compétences. J'ai eu l'occasion d'en expérimenter à un certain nombre de fois. Deuxièmement, ils n'en ont pas les moyens. Troisièmement, est-ce qu'ils en ont la volonté? Ça, je ne sais pas. Donc, pour moi, ce sont des questions qui, sans doute, resteront sans réponse. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, vu la profession de la personne en cause, il est possible que ce soit du fait de sa profession. Puisqu'il est journaliste à Courrier Confidentiel, et tout le monde sait que le Courrier Confidentiel fait partie des journaux d'investigation du Burkina Faso, avec le reporter et l'événement aussi. Et donc, il est possible que ce soit les écrits qui ne convenaient pas à certaines personnes. Cela dit, je ne pense pas qu'on puisse attribuer ça au pouvoir en place. Parce que ça peut être des éléments incontrôlés. Parce que le pouvoir en place lui-même sait très bien ce que ça coûte, n'est-ce pas, de s'en prendre à un leader d'opinion ou à un journaliste. Eux-mêmes, ils sont au pouvoir du fait de l'assassinat de Norbert Zongo, donc qui a suscité un tollé et un ressentiment. Et si Blaise Compaoré a été chassé le 31 octobre 2014, c'est en partie dû à l'assassinat de Norbert Zongo, qui a suscité un mouvement et un ressentiment. Et beaucoup de ceux qui étaient dans la rue étaient ces gens-là qui avaient éprouvé quelque chose contre le régime en place du fait de l'assassinat de Norbert Zongo. Donc, ceux-ci étant au pouvoir grâce à ce mouvement, je ne pense pas que le pouvoir en place
peut être derrière cette histoire-là, parce qu'ils savent ce que c'est que de s'en prendre à un journaliste, et plus précisément à un journaliste d'investigation. D'accord. Mais maître, ici, ce n'est pas de dire X ou Y pourrait être responsable ou machin, mais la question, c'est de dire, mais comment on en arrive à cette situation où pratiquement, et c'est vraiment la question aujourd'hui des enquêtes, vous l'avez dit, comment on en arrive à une situation où pratiquement on a une liste de cas où aucun de ces cas n'a été porté en lumière, on n'a jamais bien compris, et mieux, c'est comme s'il y a une sorte de banalisation du fait et que ça continue, ça se... Oui, moi je pense qu'il y a deux éléments qui peuvent expliquer cela. D'abord, l'absence de volonté politique. Voilà. Parce que quand on veut faire quelque chose, on met les moyens pour aboutir. Je vous ai dit que les gens chargés d'enquête ici, très souvent, ils n'ont pas la qualité et parfois aussi, ils n'ont pas les moyens. Tout ça, c'est une question de politique. Si on décide de donner les moyens pour que les enquêtes aboutissent, on mettra les hommes qu'il faut et on mettra les moyens qu'il faut. Donc voilà, ce sont des éléments qui expliquent le fait que les enquêtes n'aboutissent pas. Donc, ça devient comme une banalité, et aussi parce que ça ne touche peut-être pas les personnes que ça devrait toucher. Vous pouvez être sûr que si un fait de cette nature arrive à une personne très proche du pouvoir, les enquêtes aboutiront le plus rapidement possible. Ils mettront les moyens qu'il faut. Voilà. Donc, tant que ça concerne le citoyen lambda, ça ne semble pas préoccuper les autorités. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles les enquêtes n'aboutissent pas. Merci. Maître Lengani, Saka. Bon, moi, je voudrais d'abord saluer la réaction de la victime, entre griffes, de la victime de cette dernière affaire, c'est-à-dire le journaliste qui a réaffirmé sa volonté de continuer à faire son travail de manière professionnelle et de manière sans partage. C'est déjà une très bonne réponse à l'endroit de ceux qui pensent que par la violence, ils peuvent faire taire la vérité et la voix de ceux qui estiment que dans ce pays ou partout ailleurs, il faut saisir toutes les occasions pour chercher, à travers des sources diverses, d'expliquer ce qui nous arrive dans la société. Je pense que ça, c'est déjà une très bonne chose. Bon, ensuite, je voudrais déplorer avec Maître, même si une part de son développement me laisse pantois, c'est le fait que, en fait, on ne peut pas, dans la situation actuelle, voir le côté du pouvoir. Pourquoi? Comme il a dit, il y a eu un précédent très grave dans ce pays qui explique beaucoup la situation actuelle au niveau politique. Et donc, cela devrait, en principe, enseigner et renseigner les uns et les autres sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Mais en même temps, connaissant ce pouvoir... Mais le précédent, c'est quoi exactement? L'assassinat de Norbert Zongo, qu'on a imputé au pouvoir de Blaise Compaoré parce que le journaliste assassiné enquêtait sur la mort du chauffeur du petit frère du président. Et j'ai vu certains qui veulent faire des parallèles, c'est-à-dire que si on en est arrivé à faire de François Compaoré le commanditaire de ce crime, pourquoi aujourd'hui on ne ferait pas de l'attaque contre Lagui Bama certaines hautes personnalités sur lesquelles il enquêtait et sur les dérives desquelles, sur l'immoralité desquelles il mettait le doigt. Pourquoi la même société qui hier accusait, aujourd'hui trouve à redire, comme Maître d'ailleurs, qui se porte avocat gratuitement, j'en ai l'impression, de pouvoir en place pour le dédouanement ipso facto de ce qui se passe. Bon, mais pour généraliser, je vais dire que effectivement, ça prend de l'ampleur et ça devient extrêmement dangereux. Des gestes anodins, on passe à des attentats réels. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas le journaliste seul qui est attaqué, c'est toute sa famille. Et voilà, on n'a même pas eu peur d'incendier tout le quartier, parce qu'on sait d'où part l'incendie, mais on ne sait jamais où ça s'arrête. Donc ça veut dire que ces gens ont eu un courage extraordinaire pour le faire. Et que jusqu'à présent, le pouvoir, au vu de l'histoire d'autres pays, ne prenne pas des mesures fortes. Moi, je trouve que ça, c'est déjà condamnable. C'est inacceptable. Parce que ce pays-là a souffert d'un fait de ce genre-là, d'une manière ou d'une autre. On a vu, par exemple, le ministre de la Communication qui allait au domicile de Lagui Bama pour voir sa famille en réconfort. Oui, je pense que c'est une bonne chose, c'est à saluer, mais à l'analyse profonde.
qu'est-ce que le ministère a fait ou fait pour que ce genre d'événement n'arrive? Rien, absolument rien, bien au contraire. Il y a même certains propos du même ministre qui peuvent amener et qui peut justifier le fait qu'aujourd'hui on s'en prenne à des personnalités qui expriment librement leur opinion. D'accord. Donc moi, ça ne me met pas du tout qu'il y soit allé, c'est peut-être pour se faire la publicité. Évariste Consembo, on va citer des cas qui sont très récents et qui sont liés également. Le chargé de communication des traders, donc l'association des traders, qui a été donc assassiné chez lui. Naïm Touré qui a été enlevé par des gens encagoulés. Ousmane Ouedraogo SG, donc le APN, donc, qui est un syndicat police, de la police nationale, également qui a échoué une balle. Madi de Edi, donc on dit Madi de Edi, Madi Ouedraogo, qui a été bastonné par un groupe de gens jusque-là inconnus. Le docteur Assabalaga, qui a reçu la visite des cambrioleurs à son domicile. Le MC Claver, après sa déclaration de candidature, a reçu aussi des cambrioleurs qui ont emporté donc du matériel informatique. Alors le domicile, au préalable, le domicile familial de Edi Komboigo avait été également aussi la cible d'une attaque. Alors quand on regarde tout ça, on a l'impression que ça cible plutôt des gens qui ont une opinion, soit tu es journaliste, soit tu es leader d'opinion, soit tu es activiste. Est-ce que l'opinion est devenue un crime au Burkina Faso ou une sérieuse raison? Avant de vous répondre, je compléterai votre liste non exhaustive avec le cas du docteur Daouda Diallo. Tout à fait, oui, tout à fait. La stigmatisation qui est l'objet actuellement aussi de... Non, ce qu'il faut déplorer et constater, c'est la survivance de certaines pratiques. Ces pratiques-là ne datent pas de maintenant. Parce que j'ai toujours dit, notre pays, bien sûr, c'est les mêmes acteurs. On a beau eu à un moment donné, voir une catégorie, en fait, ces acteurs-là vouloir se dédouaner, faire une mue pour peut-être imputer aux autres, mais c'est les acteurs de la même période. Hein. Et dans les moments troubles actuellement de notre pays, avec un contexte en fait sécuritaire très aggravé, et même avant, justement, je pense que avant même l'attentat chez M. Bama, et vous vous souvenez que on avait essayé de stigmatiser les gens à travers des catégories, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le gouvernement. Les apatrides. Voilà, il y a des qualificatifs. On voyait les signes venir en fait. Bon, maintenant, moi, en tout cas, contrairement à Maître, même si directement, ce n'est pas le pouvoir, moi, je vois que peut-être c'est des relais du pouvoir. Et encore grave quand il dit que le gouvernement ne se donne pas les moyens ou la volonté. Il y a eu le cas récemment avec M. Seba. On a vu des gens se déporter chez lui. Et ces gens, ils l'ont fait, pas de façon encagoulée, hein, à visage découvert. Mais est-ce qu'il y a eu des suites? Il n'y a rien eu. Mais normalement, ce qu'ils ont fait, c'est très grave. Aller dans un domicile privé et pour menacer quelqu'un parce que, bon, vous voyez, c'est des trucs qu'on laisse faire, on tolère. Donc, et si on ramène ça au cas de M. Bama, bien sûr, hein, il y a un lien direct qui pourrait avoir intérêt à attenter à sa vie et à celle de sa famille. Ce qui est grave, en fait, même, c'est son domicile de famille. Qu'on l'en veut à lui encore parce que ce sont ses opinions. Ce n'est pas forcément que sa famille, ses enfants portent les mêmes opinions que lui. Bon, c'est pour dire que c'est des pratiques qui ont toujours eu cours ici, avec les mêmes acteurs. Moi, je ne peux pas dédouaner le gouvernement parce que d'abord, le gouvernement est responsable de la protection de tous les citoyens burkinabés. Ça, c'est un d'abord. De deux, maintenant, on constate qu'il y a eu des cas où c'était flagrant. Bon, on tolère. Mais est-ce qu'en même temps, pour être plus chaud, est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? C'est vrai que c'est son rôle régalien de protéger tout le monde. Mais est-ce que le gouvernement peut mettre, comme on dit, une sécurité au domicile de tout le monde? C'est pas tout le monde. Mais quand vous avez des cas, par exemple, le docteur Diallo qui dit qu'il est l'objet de menaces de mort, on attend quoi? Il y a des mesures qu'on peut prendre déjà. Bon, et c'est vrai, il y a des cas quand même où les gens sentent les... Parce que ces histoires, on sent venir. Moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais peut-être que comme il est là, peut-être qu'il a même eu des signes. Il y a eu des signaux, il y a eu des menaces, il y a eu des trucs. Ça ne vient pas comme ça subitement. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que l'une de nos émissions, une des dernières émissions, Lagui Bama était sur le plateau. Et sur le sujet de Arbinda, justement, les contradictions sur le plateau où son avis n'avait pas certainement plu à des personnes qui avaient donc su... les réseaux sociaux l'avaient jeté en pâture, le traitaient d'apatride, finalement quelqu'un qu'il fallait tout simplement liquider et tout. Et puis par la suite, on en arrive à ce problème qui est arrivé. Alors Lagui Bama, beaucoup de courage d'être sur le plateau. Et puis, alors on voit donc rapidement, qu'est-ce que le ministre est venu dire? Ou qu'est-ce qu'il a promis faire? Merci. D'abord, toutes mes excuses
à vous sur le plateau pour ce retard et aussi à tous les téléspectateurs. Je suis pas trop habitué à ce mot, je ne suis pas de la télé. D'accord. Voilà, téléspectateurs. Alors, c'est dû simplement au fait que j'avais la tête enfouie depuis ce matin dans mon clavier parce que le journal Courrier Confidentiel doit apparaître demain matin. Donc, nous étions vraiment en train de boucler. Donc, je me suis laissé surprendre par l'heure. Donc, vraiment, toutes mes excuses. Alors, le ministre, effectivement, il est venu ce jour-là, un peu tard, vers 19h. Ses mots, c'est qu'il a été aussi choqué par ce qui s'est passé dans la nuit précédente. Il était venu pour nous témoigner sa compassion et sa solidarité et condamner surtout cet acte-là que, selon lui, on ne peut pas, en tout cas, tolérer ni expliquer. Voilà un peu, pour résumer ses propos ce jour-là. Alors, mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est pris comme mesure? Le gouvernement dit quoi? Quelles sont les dispositions qui sont prises aujourd'hui? Est-ce que dont tu as connaissance ou que où rien n'a été fait, rien n'a été écrit? Mais, vous savez, dans ces genres de circonstances, on ne peut pas savoir si quelque chose est fait ou si quelque chose n'est pas fait parce qu'on est maintenant carrément de plein pied dans le domaine de la police maintenant. Parce que quand ça s'est passé, nous avons informé la police nationale qui est venue sur les lieux, qui a en tout cas procédé aux constatations d'usage et qui est répartie en nous disant qu'elle va en tout cas s'atteler à faire la lumière sur ce qui s'est passé, et en nous demandant aussi de nous tenir à sa disposition pour d'éventuelles sollicitations d'informations, ce que nous avons promis aussi, en tout cas depuis lors, je crois que c'est le surlendemain que le commissaire de police du commissariat de Bogodogo, qui est en charge du dossier, m'a fait appel. Et quand je suis allé, c'est son adjoint qui m'a reçu pour me dire que c'est surtout, encore une fois de plus, pour nous témoigner leur, en tout cas, solidarité, leur, en tout cas, engagement à lutter pour que la lumière soit faite dans ce dossier. Nous leur avons aussi dit nos remerciements aussi pour leur engagement à nos côtés. Voilà, et voilà tout ce qui s'est passé. Alors, je dois noter aussi au passage que le jour où ça s'est passé, j'ai été contacté par la haute hiérarchie de la police, notamment le DG de la police qui m'a appelé, qui m'a laissé entendre que, en tout cas au niveau de son institution, tout sera mis en œuvre pour faire la lumière sur cette affaire. Et à sa suite, son directeur de la surveillance du territoire, je crois, voilà, qui m'a appelé et qui m'a dit que son second, un certain commissaire, il devait me contacter par la suite pour les mesures à prendre et tout ça. Et il m'a appelé aussi et il m'a laissé entendre que, en tout cas, ils vont pas dormir, ils vont en tout cas tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite dans l'affaire. Et effectivement, la nuit qui a suivi, cette première nuit, en tout cas, j'ai senti que dans le quartier, il y avait en tout cas des mouvements inhabituels, notamment les véhicules de la BAC, les pick-up ont vraiment sillonné le quartier ce jour-là, comme pour dire que voilà, il y a une présence policière désormais, mais juste après cette nuit, je n'ai plus rien remarqué. Voilà. D'accord. Peut-être qu'elle peut changer de forme, peut être visible ou diffuse, absolument, etc. Alors, absolument. La question aujourd'hui, quand on regarde tout ça, tout ce qui s'est dit, il y a la bonne volonté qui est exprimée par la police, les autorités, mais est-ce que la situation n'est pas telle que même les autorités sont peut-être impuissantes, peut-être que ça échappe quelque part, maître? Oui, c'est ce que j'ai dit dès ma première intervention. Je dis que ce n'est pas exclu que ce soit des éléments incontrôlés du pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Je dis que ça m'étonnerait. Je dis que ça m'étonnerait que ce soit... Mais quand on dit incontrôlé du pouvoir, c'est que c'est avant tout des éléments du pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Non, quand vous dites des éléments du pouvoir, ça sous-entend, n'est-ce pas, des gens qui ont une place dans l'organigramme du parti au pouvoir. D'accord. Or, ça peut être des gens qui n'ont pas de place dans l'organigramme, des simples militants. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez, la culture démocratique est difficile à acquérir parce que généralement, les gens n'aiment pas la contestation. Donc, il faut apprendre à accepter la contestation, à accepter les opinions diverses, ce qui n'est pas simple. Et partout dans le monde où la démocratie a commencé à s'instaurer, vous avez eu la violence politique. Moi, j'étais étudiant dans les années 80 en France, mais il y avait la violence politique au moment des élections.
ici au Burkina Faso, dans les années 70, il y avait le MLN et le RDA qui étaient les plus grands partis. Mais dans ma circonscription, là, dans le Kouritenga, c'est le RDA qui dominait. Et tous ceux qui étaient du MLN étaient pourchassés. Tous les candidats du MLN étaient pourchassés. Alors, dans les années 70. D'accord, ça c'est non, vrai. C'est par des éléments qui n'étaient pas stipendiés par les partis. D'accord. Alors, je voulais juste qu'on avance un peu on avance un peu quelque chose sur ça, lié un peu à la réalité que nous avons aujourd'hui. Quand on voit, par exemple, des gens sur un plateau ou dans un média donner un point de vue, une opinion qui est contraire à l'opinion peut-être du pouvoir en place, ou en tout cas d'un camp donné de la politique, et que sur les réseaux sociaux, immédiatement, on voit une campagne de liquidation de la personne, on appelle même au meurtre, etc., cette personne, et qu'il n'y a pas de réaction en face, par exemple, de la justice. On n'a pas vu le procureur réagir comme ça, sauf une fois pour un étudiant qui avait évoqué une question Peul, etc. Mais très, très souvent, ce n'est pas fait. Oui, vraiment, la question que vous posez est très, très pertinente. Je parie que si la police, qui aujourd'hui jure la main sur le cœur, qu'elle va faire tout ce qui est possible pour trouver ceux qui ont fait ça, si cette même police-là avait alpagué un ou deux internautes, pour les entendre seulement, sur les injures, les menaces portées contre le journaliste, on n'en serait peut-être pas là. Mieux vaut prévenir que de guérir. Ensuite, quand on me dit que c'est des éléments incontrôlés, mais tout est incontrôlé dans ce pays. Qu'est-ce qui est contrôlé? Vous pensez que ce pays est contrôlé, on a l'insécurité comme ça? Et il ne faut pas confondre aussi, de mon point de vue, les bagarres entre couleurs d'affiches dans une campagne électorale avec la tentative d'assassinat d'un journaliste. Ça n'a aucune commune mesure, moi je pense. Et bon, quand vous parlez vous dites qu'il n'y a pas de raison. Moi je veux qu'on se reporte encore. Excusez-moi, je ne veux pas convoquer ici l'affaire Norbert Zongo. Mais dans les mêmes conditions de pression, de température, il faut appliquer les mêmes règles pour trouver éventuellement ceux qui ont pu faire ça. Moi, je ne veux pas qu'on dédouane de facto qui que ce soit. Tout le monde est susceptible d'être coupable dans cette affaire. Du président du Faso jusqu'à vous qui êtes assis ici et qui défendez... Bon, en fait, qu'est-ce que ce n'est pas eux? Tout le monde, c'est possible. D'accord. Et les enquêtes doivent être aussi larges que possible. Merci. Alors, Lagui, aujourd'hui, on jette tout le monde en partie. Pour peu qu'on ait une opinion contraire, pour qu'on ait une opinion divergente, on jette les gens en partie par les réseaux sociaux. En face, on ne voit pas tout de suite une réaction pour mettre fin à cela. Est-ce que ce n'est pas aussi le laisser-aller qui finalement mettra tout le monde en danger dans ce pays? Non, c'est clair. Ça, moi, je pense qu'il n'y a pas de débat dessus, sauf ceux qui ne veulent pas, en tout cas, entendre la vérité. Sinon, les choses sont claires. Quand c'est comme ça, à moins qu'on soit pour ces gens qui font cette apologie de la violence, du crime-là, à moins qu'on épouse leur cause, la moindre des choses à faire, c'est tout de suite, surtout quand on est gouvernant, quand on est pour une société de justice et d'équité pour tous les citoyens, on doit monter au créneau tout de suite, on doit mettre fin à ça. Mais quand on laisse faire, ça veut dire quelque part, même si ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons, on est pour ce qui est en train de se faire. Et justement, pour revenir à cette intervention que j'ai eue ici la dernière fois sur Arbinda, non, moi je ne me suis pas du tout laissé distraire. Je sais, faites attention sur les réseaux sociaux, regardez les profils de ces gens qui font ces genres de commentaires-là. Le plus souvent, c'est des gens sans profil. C'est des gens qui se cachent derrière les faux profils, qui font ce genre de choses. Ils n'osent jamais s'afficher parce qu'ils n'ont pas d'argument. Moi, ce jour-là, ce que j'ai dit ce jour, je le maintiens et jusqu'à un moment, je vais le maintenir. Je doute jusqu'à demain du chiffre de terroristes tués ce jour-là. Même si on doit m'amener à la guillotine, je vais toujours le maintenir. Et je sais que je ne suis pas seul à avoir cette position, même au sein de l'armée. La preuve en est, quand je suis sorti de ce plateau ce jour-là, des militaires au front m'ont appelé pour corroborer ce que j'ai dit ce jour-là. Maintenant, moi, je ne vais pas me laisser distraire par des petits excités du MPP qui se cachent derrière des faux profils sur les réseaux sociaux pour m'intimider et puis penser que, bon, moi, je vais reculer. Non, pas du tout, ce n'est pas possible. Merci, voilà. merci Lagui. Alors, c'est venu sur le sujet, mais c'est de dire aussi que, c'est vrai,
nous sommes dans un état de droit et qu'on ne peut pas jeter quelqu'un en pâture et que chacun est libre donc de s'exprimer et de donner son point de vue, quitte à être contrarié par d'autres points de vue. Ce que je dis, nos dirigeants ne tirent pas les leçons. Comme vous voyez, il est déterminé. C'est pas ça. Et on a tué Norbert, mais dans des conditions vraiment atroces. Les gens ont continué à défendre. Maintenant, c'est vrai que le gouvernement ne fait rien qui laisse croire vraiment que vraiment, je ne sais pas, ils font quelque chose. Parce que cette réaction, ils réagissent, mais ça, on voit que c'est à géométrie variable. Ceux qui sont, il y a des gens, quand ça les arrange, ils ferment les yeux, quand ça les arrange pas, si on met les moyens, on peut trouver. Donc, il ne faut pas attendre. Comme je l'ai dit, avant que ces menaces-là ne gravissent d'échelle, il y a des étapes. Et on peut prévenir, on peut prévoir, quand quelqu'un dit qu'il est menacé ou quoi, il ne faut pas attendre que le pire se produise avant de se lever à remuer toute la République. Mais, en fait, je suis convaincu, hein. Moi, en tout cas, ce matin, on voit quelqu'un de déterminé, ce sont ses convictions. Et ce n'est pas des intimidations, ce n'est pas le premier. Hein. Et je pense que Dieu fait aussi que dans tous les pays du monde, il se trouve des gens, des soldats intrépides qui, au risque de leur vie, vont défendre les idéaux. Merci à vous. On continue, mais cette fois-ci, question aussi de sécurité. C'est cette grenade qui a été découverte dans une école à Pazani. Pazani, c'est côté nord de la sortie de Ouagadougou, vers Cambouensé, une école franco-arabe. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il y a un mystère total, non seulement sur l'identité ou la nature réelle de l'engin, parce que la gendarmerie, dans son communiqué, dit qu'il s'agit d'une grenade, donc qui a explosé suite à une manipulation. Et le ministre de la Communication, donc le gouvernement, estime que c'est un engin explosif et que ce n'est pas une grenade. Donc, premier niveau déjà de contradiction. Deuxième niveau, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui comment cet engin est parvenu entre les mains des enfants et jusque dans la classe. Évariste ? Vraiment, mystère et boule de gomme. Moi, ce qui m'a d'abord choqué, c'est cette contradiction très flagrante, parce qu'on a vu le communiqué de la gendarmerie. Je suis même allé pour voir sur le site. Et on a vu l'engin aussi en photo. Oui, et ensuite, on voit le porte-parole du gouvernement qui sort pour prendre le contre-pied. Donc, franchement, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit, oh là là, c'est à quel jeu on est en train de nous exposer. Bon, maintenant, il faut espérer que les choses ne vont pas rester là et qu'il y aura des enquêtes très approfondies et que les gens seront situés. Parce que la dernière fois où on a fait les débats, on a dit que tout le monde était menacé, tout le monde était exposé. J'ai dit ça n'a pas plu aux gens. Mais quand on arrive à ce stade-là, des engins aussi graves dans des lieux courants, je ne sais pas, pratiqués par des gamins, des enfants, finalement, mon Dieu, dites-moi, où est-ce que on peut dire que il n'y a pas un Burkinabé qui ne soit pas exposé sur ce territoire. Alors, il y a eu un reportage des médias qui ont beaucoup fait pour investiguer cette affaire, contrairement aux enquêteurs de l'État qui ne disent rien. Au niveau de la presse, on a vu un témoignage des enfants qui ont laissé entendre que c'est en venant à l'école, un de leurs a ramassé, comme c'est la ferraille qu'on vend très souvent, donc il a ramassé, donc pour lui c'est de la ferraille, il va faire une bonne affaire avec, il se rend à l'école avec en classe, et donc voilà, en temps, l'engin s'est mis à chauffer. Et donc, c'est comme ça qu'il a remis à l'autre et puis pendant ce temps, ça a explosé. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on est vraiment en vie ou en marche avec des engins, tous les risques partout à Ouagadougou? Parce qu'un engin explosif du genre, ramassé quelque part, ça suppose que quelqu'un l'a bien déposé. Effectivement, c'est ce que ça veut dire. Mais avant d'arriver à votre question, moi, je voudrais stigmatiser la forme dont l'information a été donnée. Que l'on précise, est-ce anodin, que l'on précise que c'est une école coranique. Franco-arabe. Franco-arabe. Je suis de nature très, très optimiste. Je crois aux hommes. Mais là, je me pose, dans le contexte actuel, est-ce que cette précision, au lieu de parler tout simplement d'une école avec des enfants, n'était pas plus informatif que de préciser que c'est une école franco-arabe dans le contexte actuel? Bon, cela dit, chacun est libre Mais est-ce qu'il y a-t-il un problème? C'est une école franco-arabe? C'est une école franco-arabe? Oui. Est-ce que ça pose un problème que ce soit une école franco-arabe? Mais quand même, c'est ça que je vous dis là. Il faut qu'on cesse d'être hypocrite dans ce pays-là. On est dans une situation où on parle à tort, au lieu de journalisme, de djihadisme, qui incrimine une communauté religieuse bien précise. C'est des faits. Et je dis que dans cette situation, il est quand même compliqué de préciser ainsi. À titre d'exemple, personnellement,
j'ai publié sur ma page une information en précisant le langage des uns et des autres. Mais la police m'a convoqué. J'ai été convoqué par la sûreté pour m'entendre dire que je fais de l'apologie de terrorisme, que je fais l'apologie de la stigmatisation contre des choses. D'accord. Et là, bon, ça se fait, tout le monde applaudit. Alhamdulillah, ce n'est pas l'Engani Saka, donc ça veut dire que le gars est de bonne foi. Je dis, dans ce pays, il faut qu'on cherche à dire la vérité. Mais j'ai dit à ceux qui m'ont introduit ce que je pensais de leur attitude et de la situation. D'accord. Bon, mais j'ai dit, effectivement, si à Ouagadougou aujourd'hui, on peut ramasser des grenades ou des engins susceptibles d'exploser à tout bout de chemin, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Merci, Ça, les gars. c'est vrai. Bama, sur cette question, Non. qu'est-ce que le gouvernement a peut-être, ou pourquoi le gouvernement ferait une communication qui est contraire à ce que les spécialistes, parce que la gendarmerie est mieux certainement outillée pour déterminer la nature d'un engin qui explose, surtout que c'est la gendarmerie qui se déporte sur les lieux pour faire les enquêtes, etc. Et pourquoi est-ce qu'il y a une volonté quelque part de faire une communication qui ne soit pas proportionnelle à la réalité, ou comment on peut expliquer ça? Non, on est toujours dans... on est dans l'ordre normal des choses de ce gouvernement depuis le début de cette affaire. C'est ce qu'on a toujours dit ici. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir la vérité qui refusent de voir. Le gouvernement est dans sa logique de tricher avec la réalité. C'est ça, il faut accepter. Le gouvernement ne veut pas dire la vérité aux Burkinabés. Le gouvernement veut toujours tout cacher. Sinon, comment vous pouvez comprendre que la gendarmerie, qui a l'expertise pour qualifier ces genres de choses, fait sa communication, et c'est le ministre de la communication, un journaliste, à moins qu'il ait changé en temps de statut sans qu'on le sache, qui peut venir contredire la gendarmerie dans son domaine. Comment vous pouvez comprendre ça? Si ce n'est pas qu'on veut cacher des choses aux gens. Et ça a toujours été comme ça. C'est la même histoire avec l'affaire d'Arbinda qu'on a débattu ici la dernière fois. Comment vous pouvez comprendre que l'armée puisse compter 80 terroristes, 80 chiffrons, net terroristes, et on ne peut pas compter 35 civils tués? Entre compter 80 et puis compter 35, c'est plus facile. Franchement, quoi. Et quand on le dit, non, tu es apatride, on continue de tricher avec nous-mêmes, et demain, bon, on sera devant la réalité, on ne pourra pas tricher quand la réalité sera devant nous. Voilà. Merci. Maître, très rapidement sur cette question. Oui, mais donnez-moi les engins, parce qu'on est vraiment plus par le temps, aussi. nous reste encore deux sujets, on va vraiment aller. Les téléspectateurs vont appeler, on aura l'occasion d'approfondir. Alors, sur ces engins qu'on retrouve il n'y a pas longtemps dans une décharge quelque part à Yamtenga, je ne sais plus où là, on a retrouvé des armes dans un sac que des femmes ont vu. Un peu partout, chaque fois on entend qu'il y a des engins, il y a des armes, il y a ceci-là qu'on ramasse. Et mieux qu'on ramasse, ce n'est pas qu'on ratisse dans les lieux bien donnés, mais qu'on ramasse, etc. Et que vraiment, c'est un niveau de risque assez inquiétant. Oui, mais ça veut dire que le terrorisme est peut-être partout. Par exemple, par rapport à cet engin qu'on a retrouvé dans une école, moi je pense que les enquêtes auraient dû être diligentées aussitôt. D'abord par rapport à tous ceux qui sont dans l'école, et puis le quartier où ça se trouve. Parce que, bon, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un engin que fabriquent les terroristes, ou bien que ce n'est pas, par exemple, un lieu de stockage des armes des terroristes? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas un lien entre cet engin qu'on a retrouvé là et puis une certaine, n'est-ce pas, compagnie de terroristes qui se trouverait dans le lieu? Donc moi, je trouve que les enquêtes auraient dû commencer aussitôt et puis être élargies, voilà, pour situer le problème. Mais peut-être que les enquêtes sont en cours, c'est sûr que ça ne restera pas comme ça. Ce n'est pas évident, parce que comme j'ai eu à le dire dès le début de cette émission, on n'a pas toujours les hommes qu'il faut et les moyens qu'il faut. On n'a pas toujours la détermination qu'il faut. Donc c'est une question d'impréparation générale. Maintenant, il faudra, peut-être qu'avec cette histoire de terrorisme, ça amènera les Burkinabés et les autorités à prendre conscience de plus en plus de la nécessité de se mettre un peu au sérieux dans certains domaines. Et de développer des expertises. Voilà, c'est ça. Merci, Maître. On va parler élection cette fois-ci, très rapidement. Alors, on a le processus d'enrôlement qui a démarré, mais également, il y a aussi des inquiétudes au niveau de l'opposition. On entend dire qu'il y a chevauchement entre les enrôlements et la délivrance des pièces des CNIB, par exemple, pour la diaspora. Et également, on a vu qu'il y a le projet de loi
portant modification du code électoral après donc, les assises donc, du dialogue politique, où il fallait revoir certaines dispositions, notamment tenant compte de l'enrôlement, par exemple, dans certains pays où il fallait augmenter les lieux d'enrôlement et tout. Alors aujourd'hui, la CENI conduit son processus. Une lettre du Premier ministre a demandé à la CENI de réaménager donc son calendrier et de tenir compte de l'adoption très future de cette lettre avec l'ouverture de la session extraordinaire. Alors, quel genre de problème on peut donc avoir quand il y a un processus qui est enclenché alors qu'il y a des aspects qui ne sont pas encore totalement réglés? Évariste Conseil. Non, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes. Et le premier indicateur en fait, de ces inquiétudes-là est l'absence d'un calendrier électoral en début d'année. Parce que normalement, on devait quand même être situé avec un calendrier électoral qui fixe carrément toutes les étapes et les échéances jusqu'au terme. Or, jusqu'à preuve du contraire, ce calendrier n'existe pas. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a le premier aspect qui est déjà enclenché est celui qui concerne donc les Burkinabés de l'étranger. Et dans ce volet, vous avez donc les opérations d'enrôlement qui sont en train de se faire notamment donc, à l'étranger. Et quand on regarde un peu, le problème qui est posé, c'est quoi? C'est qu'il y a un déphasage. Parce que n'oubliez pas que le ministre Alpha Bari a demandé à la CENI de respecter la loi électorale actuelle qui dit que les lieux d'enrôlement, ce sont les ambassades et les consulats. Or, il nous est revenu et il nous revient que, notamment pour le cas de la Côte d'Ivoire, les enrôlements se font en dehors de ces conclaves-là. Donc, il y a d'autres endroits donc, sur le territoire ivoirien. Maintenant, il y a la question aussi des pièces de votation. Parce qu'on demande la CNIB. Bon, je sais que l'ONU actuellement s'est déployée pour en faire, mais il y a des soucis parce que les Burkinabés étant dispersés, on prend le cas de la Côte d'Ivoire, hein, parce que il y a des informations quand même qui reviennent, parce qu'on a des informateurs sur le terrain qui font remonter ces informations, et ces informations font état quand même de soucis parce qu'on a l'impression que certains partis qui disposent de grands moyens ont la capacité de convoyer des militants pour leur donner les pièces. Et bon, vous voyez, tout ça, c'est des soucis qui sont en train de se poser au niveau donc de l'enrôlement. Bama, par exemple, l'ONU développe donc son processus de production des pièces. Dans le même temps, on a la CENI qui fait des enrôlements. Le risque, c'est que peut-être que des gens n'auraient pas la pièce au moment où on s'enrôle, et qu'après, ils ont la pièce, l'enrôlement est terminé, ça pose véritablement un problème. Le code électoral doit modifier pour qu'au niveau de la diaspora, il y ait donc des possibilités d'enrôler. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas les risques qu'à terme, les gens attaquent en contentieux on va dire le fichier électoral et que ça nous remette carrément en retard sur le processus? Non, ça n'étonnerait personne parce que, voyez-vous, tout ce qui se fait dans ce pays depuis un moment, depuis qu'une certaine gouvernance est en place, plus rien ne devait étonner personne. Et ces risques dont tu parles, ça ne pourra que confirmer ce qu'on a toujours dit ici. Parce que c'est comme si, dans ce pays, on a un gouvernement qui veut une chose et son contraire. Depuis le début, cette affaire de vote de Burkinabé de l'extérieur, nous on a toujours dit ça. Les gens, c'est juste dire officiellement que les Burkinabés de l'extérieur vont voter, mais en dessous, en réalité, on ne veut pas que ces Burkinabés votent en réalité. On fait tout pour ne pas leur permettre de voter. Et tout ce travail dont on parle, ça ne procède que de cela. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'on dit que vous allez voter, mais en même temps, les éléments qui doivent vous permettre de voter, on fait en sorte que vous ne puissiez pas les avoir. Vous votez comment? Voilà la réalité. Donc, moi, je ne serais pas surpris que demain, il y ait des remises en cause, il y ait des problèmes. Mais c'est toujours comme ça avec ce gouvernement qu'on a depuis un moment. Maître, on a carrément ici une lettre datée du 27 décembre 2019, une lettre du Premier ministre donc, qui demande au président de la CENI, donc à la commission électorale, à la limite des mots, mais c'est des surchoix, en tout cas de revoir le calendrier et de ne pas
d'évancer la loi qui va être votée, donc le code électoral qui va être voté, qui met d'autres dispositions qui permettent à un maximum de gens de pouvoir s'enrôler. Alors ici, la CENI continue donc apparemment son travail. Ça voudrait dire que la CENI aura fini, la loi sera votée après, et puis il y aura des gens donc, qui n'en profiteront pas. Bon, moi, je crois que la CENI est une commission nationale indépendante. Donc, c'est une institution qui s'autogouverne et donc qui doit avoir ses propres prérogatives. Bon, maintenant, est-ce que le Premier ministre, constitutionnellement, a le droit de donner des directives à suivre à la CENI? Ça, je ne sais pas. Parce que s'il y a un domaine de droit où je ne m'intéresse pas beaucoup, c'est la loi électorale et la loi des finances. Parce que ce sont des règles, ce sont des domaines qui changent trop souvent. Donc il suffit d'en connaître les bases, et puis le reste, ce n'est pas important. Le jour où tu veux avoir l'état d'esprit, tu prends et puis tu... Alors, mais la question peut être plus simple là-dessus. Si vous la question, oui? Il y a un code électoral donc, qui régit toutes les opérations électorales. Le code électoral, suite au processus, au dialogue politique, doit connaître des réformes. Et ces réformes, il y a l'Assemblée nationale qui devait siéger en session extraordinaire pour intégrer ces réformes-là dans le code. Aujourd'hui, ça voudrait dire que le code qui est utilisé par la CENI sera caduc d'ici peu. Alors, est-ce qu'on utilise un code qui sera donc caduc d'ici peu et puis on fait des opérations qui seront remises en cause dans le cadre du nouveau code qui sera pris? Peut-être que dans le secret, n'est-ce pas, les deux institutions s'entendent. Parce que nous voulons qu'à la CENI, vous avez des représentants de l'opposition aussi. Et moi, je ne pense pas que les représentants de l'opposition vont se taire si la CENI contrevient à la réglementation en leur défaveur. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas entendu tellement de voix de l'opposition s'élever contre cela. Mais Zéphirine Diabré l'a dit sur BF1 lors d'une interview récemment. Ah, il a dit qu'il y a problème. Ouais. Voilà. De toutes les façons, si vous vous rappelez, j'ai eu à dire ici depuis très longtemps que s'il y a vote des Burkinabés de l'étranger, il y aura des problèmes. Parce qu'on ne pourra pas réglementer tout le processus là, partout où il y a des Burkinabés, et de façon conforme. Et donc, moi, je m'étais prononcé contre le vote des Burkinabés, du moins dans un court instant. Donc, je maintiens ma position. Merci à vous. Lengani n'a pas pris la parole. D'accord. Très rapidement, Lengani, sur ce processus électoral qui risque d'être très contentieux d'ici là. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Bama pour dire qu'on a l'impression que le pouvoir veut une chose son contraire. C'est-à-dire qu'on fait des déclarations, on fait des grandes déclarations et ça c'est sûr de très peu d'effets. Mais ici, où est le pouvoir, même le gouvernement qui écrit à la CENI, donc ce n'est pas le pouvoir, oui, parce que c'est la CENI qui devait piloter en tenant compte des décisions que le gouvernement prend. Moi, je vais tout simplement dire que la CENI n'est pas en tort. C'est ceux qui sont chargés de faire les pièces de votation qui sont en tort. Dès lors que le pouvoir a bataillé ferme pour obtenir de sa majorité de voter une loi qui restreint la liberté des Burkinabés, notamment ceux de l'extérieur, à voter, en limitant les instruments de votation, ce même pouvoir-là devrait, s'il était honnête avec lui-même et conséquent dans ses actes, prendre les mesures pour qu'immédiatement les Burkinabés puissent avoir les instruments qui l'exigent pour voter. Ça, je pense que c'est la moindre des choses. On a dit aux gens, avec la carte consulaire, on a beaucoup de Burkinabés qui sont intéressés. Si on se tape sur la CNIB, il y aura des problèmes parce que le nombre sera très peu nombreux. On a dit non, la CNIB, on va la mettre à la disposition des gens. Et on fait tout pour ne pas faire ça. Ça veut dire quoi? À un moment qu'on veut... Donc je dis que c'est vouloir quelque chose et son contraire. Ensuite, moi je voudrais partager ici l'idée d'une nation qui est prise un peu ailleurs, à savoir que 5 années après les dernières élections, beaucoup de CNIB ne sont plus valides aujourd'hui. Il y a des gens qui vont se rendre compte même, ne vont se rendre compte que le CNIB n'est pas valide que le jour même des élections. Ou ils vont aller pour voter, ils vont se rendre compte que c'est périmé hier, c'est périmé l'an passé, c'est périmé il y a 3 mois, etc. Pourquoi ne pas prendre des mesures pour dire que ces sortes de CNIB-là sont toujours valables? D'accord. Oui, non, justement, pour rebondir sur la question de la CNIB, ça c'est au plan national, parce que à l'heure actuelle, ce que nous avons évoqué, c'est le cas des Burkinabés de l'étranger. Maintenant, au plan national, concernant la CNIB, puisque vous savez que les seuls documents de votation maintenant, c'est les passeports de la CNIB. Or, il semblerait que dans le fichier de l'ONU, d'ici février 2020, il y aura plus de 10 millions de Burkinabés qui auront besoin de CNIB. Donc, comment on fait pour produire?
Alors, c'est tout là le problème. Merci à vous. On termine avec le sommet en France, qui était un sommet, on ne va pas dire historique, mais c'était un sommet peut-être problématique ou vraiment un sommet qui va faire bouger beaucoup de lignes. Ce sont les 5 chefs d'État de l'espace du G5 Sahel, le secrétaire général donc, des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union européenne, qui seront tous là à Pau. Maître. Oui. Alors, les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés à Ouagadougou, donc l'espace G5 Sahel, pour peaufiner leur position avant que le sommet n'ait lieu lundi. Il faut s'attendre à quoi? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de concret? Quelque chose de concret à laquelle il faut s'attendre, parce que déjà, on a vu un peu les positions des uns et des autres des chefs d'État. Est-ce que c'est aller faire des funérailles pour des soldats français qui étaient assassinés et puis se faire remonter les bretelles tout simplement? Oui, non, c'est peut-être pour aller présenter leurs condoléances effectivement et leurs sympathies aux familles des Français qui sont morts. Hein. Mais sinon, il n'y a rien de particulier. Je dirais à l'ouest, rien de nouveau. Vous vous rappelez, bon, moi je vous avais dit ici que les populations africaines devraient dresser une couronne à Emmanuel Macron. Hein, parce que Emmanuel Macron a pris position, n'est-ce pas, en faveur des populations africaines. Mais pas des dirigeants africains. Voilà. Parce que le louvoiement des dirigeants africains, c'est pour leur intérêt, c'est pour leurs avantages. Mais Emmanuel Macron les a mis devant le fait accompli. Prononcez-vous. Voulez-vous de notre présence, oui ou non? Voilà. Si vous êtes à même de vous passer de nous, ok. Mais si vous n'êtes pas à même de vous passer de nous, alors faites-le savoir clairement. Donc, il revient aux dirigeants africains de prendre leur position. Et vous avez vu qu'immédiatement après, chacun a pris position. Le président nigérien a pris officiellement position. Et les Français ont fait savoir que le président malien n'avait pas encore pris position et qu'il devait se prononcer. Il s'est prononcé également. Voilà. Donc, c'est une question, n'est-ce pas, de souveraineté. Voilà. Si vous êtes réellement souverain, vous pouvez vous passer, n'est-ce pas, de qui que ce soit et puis vous administrer. Mais si vous n'êtes pas souverain, acceptez le fait. Voilà, et ne jouez pas un double jeu. D'accord. Voilà. Alors, mais on a vu par exemple qu'il y a quand même des mouvements dans des pays. Oui, j'en ai au parlé. Mali, il y a eu une manifestation, mais au Burkina aussi, à Bobo Dioulasso, on a eu une manifestation des jeunes. Oui, contre la présence des forces françaises, ou bien pour soutenir les chefs d'État. Voilà, à Bobo, dit-on, c'est pour soutenir le président Roch. Ouais, c'est pour soutenir. Je vous avais dit ici la dernière fois que beaucoup de ces mouvements sont stipendiés par les pouvoirs en place. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce sont des mouvements, n'est-ce pas, montés par les pouvoirs en place pour divertir et puis faire croire que s'il y a un problème, c'est à cause des troupes françaises. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les Français ont voulu, n'est-ce pas, qu'ils mettent de l'ordre. Deuxièmement, la deuxième catégorie, n'est-ce pas, vous avez des gens, n'est-ce pas, qui ont besoin de se faire voir, mais qui n'en ont pas les compétences et qui sont à l'abri de n'importe quel événement pour exploiter et se montrer. Donc, parmi ceux qui manifestent là, il y a ça aussi. La troisième catégorie est que vous avez des gens faibles, donc qui sont manipulables et qui peuvent se laisser manipuler par les autres catégories de personnes. Et donc, c'est pour ça que maintenant, les Français ont dit, bon, exprimez-vous clairement. Je ne veux pas que vous disiez que vous avez besoin de nous, et puis maintenant, en dessous, vous montez des groupes, n'est-ce pas, pour exprimer le contraire. Mais est-ce que quand les Français disent ça aussi, c'est pas infantiliser les chefs d'État ou les culpabiliser? Est-ce que les populations africaines ne sont pas suffisamment matures pour savoir ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas? Pourquoi on pense que ce sont les chefs d'État uniquement qui leur disent d'aller faire où le pouvoir en place? Monsieur Loukman, c'est trop facile. Les dirigeants africains sont mis en place par les populations africaines. Et la preuve en est que quand les populations réellement ne veulent pas d'un dirigeant, ils le changent d'une façon ou d'une autre. Donc, si vos dirigeants sont enfantins, mais il faut les prendre comme des enfants et les traiter ainsi qu'il en est. Donc, vous savez, ça se mérite, hein, le respect se mérite. Donc, si vous ne le méritez pas, mais pourquoi on va vous accorder ce que vous ne méritez pas? D'accord. Non, moi, c'est la date en fait qui m'intrigue. Souvenez-vous que le 13 janvier en 1994, il y a eu un ministre français de la coopération qui s'est enfermé en France avec quasiment tous les ministres de la zone UEMOA et puis l'Afrique centrale. Et au sortir, on a eu l'annonce de la dévaluation. Et je ne sais pas, hein, ironie de l'histoire. C'était le 11 janvier, bon, en fait, pas le 13. Dans les parages. La réunion a eu lieu le 10 et la dévaluation a eu lieu le 11 janvier. Le 11. Donc c'est un peu dans les limites. Bon, maintenant, c'est vrai que cet argument qui se fonde sur la montée du sentiment anti-français,
Bon, franchement, je trouve que la France un peu exagère. Parce que je me souviens aussi que pendant la cohabitation avec Jospin, le premier ministre chinois, c'était Wang Zemin, était en visite en France et il s'est fait chahuter au Trocadéro. Et ça l'a irrité tellement qu'il a replié, il a regagné son hôtel. Après, Jospin l'a rejoint pour lui dire, monsieur le Premier ministre, c'est la tradition en France et les dirigeants français ne peuvent pas empêcher les Français de s'exprimer. Donc, c'est la même manière, on peut le dire ici. Qu'est-ce qu'un président africain peut faire pour empêcher sa jeunesse d'aller s'exprimer? Moi, je pense un peu que il faut que la patrie des droits de l'homme accepte les libertés africaines. C'est ça, en fait. Ce n'est pas le rôle des présidents de bâillonner, d'empêcher la jeunesse surtout qui s'exprime. À tort ou à raison, je ne rentre pas dedans, mais c'est une forme aussi, c'est ça aussi la démocratie. D'accord. Alors, Lengani, le lieu qui a été choisi, est-ce que c'est un lieu, le symbole du mort, symbole... Qu'est-ce que ça comporte réellement? Parce que c'est parmi les soldats morts, il y a 7 qui sont donc de cette unité militaire, donc de l'armée, donc à Pau, qui sont morts au Sahel. Est-ce que c'est vraiment pour le symbole, pour faire vraiment on va dire, un travail psychologique sur nos chefs d'État? Je crois que de les amener là-bas au lieu que ce soit à Paris. Je crois que il y a de ça dedans. Pourquoi? Et je pense que c'est tout à fait normal. Parce que des militaires français sont morts sur le sol africain et que la France estime, les autorités françaises estiment que ce sacrifice-là n'est pas salué, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et c'est pour ça que, je pense que c'est tout à fait symbolique et normal que, de mon point de vue, je salue le fait de choisir là où effectivement... Mais est-ce que ce n'est pas toujours dans le même processus de culpabilisation des chefs d'État, d'infantilisation, de ridiculisation, à la limite, parce que oui, tout à fait, ils sont morts, venez pour célébrer leur mémoire. Tout à fait. Et si c'était des soldats burkinabés qui étaient morts en France, j'aurais aimé qu'effectivement, on convoque les autorités françaises là où sont ressortissants la majeure partie des morts. C'est tout à fait normal. Il faut saluer ces morts-là. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce que les politiques font et ce que les populations font. Je dirais même en partie ce que les soldats font. Moi, je pense que les soldats français ou de l'extérieur, de l'ONU, etc., les Tchadiens, etc., qui sont sous nos sols, ne viennent pas pour s'amuser. C'est des enfants qui viennent en cherchant qu'au bout, ça peut être la mort. Donc des gens qui se déterminent, qui s'engagent, qui engagent leur vie. Je pense que ces gens-là ont besoin, nous leur devons respect. Très grand respect. D'accord. Ça, c'est d'un. Ensuite, il y a les politiques. Et je suis tout à fait d'accord avec Maître Tambela pour dire, si nos dirigeants sont des enfants, mais on va les considérer comme des enfants et les donner la fessée publiquement. C'est chaque État. Maintenant, il y a aussi au niveau des populations, je crois que les populations sont dans leur bon rôle d'exiger aussi bien des explications à la France que des explications à leurs dirigeants. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on met le doigt sur la responsabilité de ceux qui viennent nous aider, pendant ce temps, on dédouane à bon compte ceux-là qui sont ici responsables. Moi, je souhaiterais plutôt voir des jeunes de Bobo se réunir pour se plaindre de la manière dont l'armée est dotée, de la manière dont les stratégies sont menées, plutôt que de se réunir pour dire au président de Faso, vas-y, va dire aux Français ceci ou cela, tout en sachant qu'il est incapable, il ne peut même pas dire ce qu'eux-mêmes se disent ici. Merci, Lengani. Bama, le sommet, il est enfin là de convocation, on est passé à invitation acceptée par les chefs d'État, le protocole s'y est mis, c'est un peu plus protocolaire maintenant, et puis c'est un peu plus acceptable, c'est un peu plus élégant. Voilà. Ceci dit, qu'est-ce qu'on va chercher réellement à Pau? Qu'est-ce qui va se ressortir de Pau? La France, quelle pourrait être la position de la France après Pau? D'abord, qu'est-ce qui va sortir de Pau? Moi, je dis rien. Rien, parce que Pau même, avec l'évolution des choses, a fini par montrer qu'il n'y a rien dedans en réalité. Il n'y avait aucune consistance dans cette initiative-là. Et je suis content de me retrouver à côté de mon grand frère de Tambela aujourd'hui. Parce que je me rappelle la première fois qu'on a mené ce débat ici,
il n'avait pas eu de crainte à dire que Macron était un grand. Aujourd'hui, moi, je vois que c'est la preuve par A plus B que Macron, il ne pèse rien dans tout ça. Parce que regardez même ne serait que le format de cette rencontre aujourd'hui. De convocation et des présidents africains qui doivent venir s'expliquer, ou bien en tout cas clarifier leur position. Aujourd'hui, on se retrouve avec un format où ce n'est plus la France seule, il y a l'Union européenne, il y a les Nations unies et tout ça. Et même le contenu, aujourd'hui, on ne parle même plus de venir clarifier leur position. Hein. Cette idée de départ qui était de venir clarifier leur position, on n'en parle pratiquement plus. Il est question maintenant de venir voir comment est-ce qu'on va faire avancer la lutte contre le terrorisme et tout ça. Ben, moi, je dis que tout ça, c'est vraiment D'accord. Alors, je précise ce qui est maintenant aujourd'hui de l'objectif de ce sommet-là. Ce sommet aura pour objectif de définir, de réévaluer le cadre et les objectifs de l'engagement français au Sahel. Hein. 2, il permettra également de poser les bases d'un soutien international accru aux pays du Sahel. Alors, c'est un communiqué de la présidence de la République française qui indique cela, mais n'empêche que réévaluer ou tout simplement parler du cadre d'intervention. Je pense qu'il faut allusion un peu à Barkhane. Et c'est vrai que le sentiment que les Africains n'ont pas compris, c'est malgré la présence massive de Barkhane, les échecs font que ça cumulé. Bon, maintenant, il faut que les Africains comprennent que Barkhane a été institué pour une mission bien précise. La mission de Barkhane, ce n'est pas de permettre une montée en puissance des armées de la zone G5 Sahel. C'est d'empêcher que les terroristes puissent constituer un territoire. D'accord. Voilà, c'est ça. Merci. On va prendre notre premier téléspectateur. C'est M. Zeba qui appelle de Ouagadougou. Sur le sujet, c'est quoi, lié au vote des Burkinabés de l'étranger. M. Zeba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Allez-y pour votre intervention. D'accord. Avant tout propos, permettez-moi d'apporter mon soutien aux journalistes d'Adi Bama, parce que c'est la liberté d'expression et d'opinion qui est mise en cause ici. Et parce que nous sommes tous des potentielles victimes ou des potentiels, en tout cas, agresseurs, victimes de ces gens-là. Et vous savez, la fois passée, quand l'Adi Bama a évoqué le problème sur le plateau, j'étais à 100% d'accord avec lui. Et je vais argumenter. Vous savez, l'attaque de Koutoukou, on nous a parlé de... Monsieur Zeba, non, permettez-moi pas. Vous voulez parler du processus électoral? Oui. Parlons plutôt du processus électoral. Vous avez fait votre soutien à Abdi Bama. J'abandonne ce sujet et je parle de ça. D'accord. Voilà. Et l'attaque de Koutoukou, on a tué 24 militaires. L'état-major nous a fait communiquer qu'il y avait eu un ratissage où on a neutralisé 40 terroristes et 20 motos. 2 ou 3 jours plus tard, on a constaté que les corps des soldats étaient décomposés. Quels éléments ont neutralisé ces terroristes et parti laisser les corps de nos soldats? Ça, il y a des communiqués de contre-vérité. J'en viens maintenant à la hiérarchie policière. C'est cette même hiérarchie policière qui a fait sortir un communiqué de contre-vérité en vouloir amener en pâture le procureur de Faso, dont il s'est démarqué de ce communiqué de contre-vérité. L'affaire Naïm Touré, je parle. Vous voyez, dans un pays, quand on a des autorités, je crois plus secrets ou intelligents, et qui ont un rôle de répressifs faibles, qui sont, comme Kémy Seba l'a dit, des militants et salariés du parti au pouvoir, et vouloir s'asseoir sur les ressources et intimider les hommes, je pense qu'ils sont s'arrêter. Ce sont ces mêmes militants salariés qui sont allés sur Hervé Ouattara à 1h du matin pour l'intimider, le menacer. Vous trouvez ça normal? Et après, qui sont allés s'asseoir pour faire une conférence de presse, que c'est eux qui sont réellement allés là-bas, dans un pays de droit. Et vous voulez chercher les auteurs. Moi, je pense que les auteurs sont pas loin. Il faut que vous, acteurs de la presse, des médias, haussez le ton. Il ne faut pas s'asseoir, faire des déclarations seulement. Vous savez, ce truc molotov qui a été jeté, si ça s'explosait, ça allait être plus dangereux même qu'une bombe qui s'explose. Parce que ça allait même prendre la cour. Heureusement que la bouteille ne s'est pas explosée. Vous devrez aller au-delà des déclarations et partir aux actes. Même si vous allez suspendre des informations pendant 2 jours, ou ne pas couvrir certaines activités de certaines personnalités pour les faire comprendre que ça ne peut plus prospérer comme ça dans un pays de droit. Je pense que c'est très dangereux et vous devrez aller au-delà des déclarations.
Merci. Courage à vous, Ladji Bama. Courage et courage. Merci beaucoup, monsieur Zeba, même si vous nous avez fait une pichenette là, parce que vous êtes inscrit pour le vote des Burkinabés, et puis bon, par là, mais juste pour informer les prochains qu'on ne change pas de sujet après avoir choisi un sujet précis que nous avons devant nous ici. Merci. Non, il a évoqué le cas de l'intrusion au domicile de M. Ouattara, Hervé Ouattara. Les auteurs, on les connaît. Il n'y a rien. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu des... Ça, c'est pas normal. Face à des actes comme ça, des comportements comme ça, l'État doit sévir. Ça décourage. Mais quand on ne fait rien, voilà. Et c'est vrai, la liberté là... L'État ne va pas sévir parce que ceux qui ont fait ça sont dans la même dynamique que l'État. C'est pas bon. Alors, mais M. Zeba dit, et ça, il s'adresse aux professionnels, donc aux organismes professionnels, il dit qu'il faut aller plus loin. Au-delà des déclarations, des principes, il faut même aller à des actions, comme par exemple journée, radio mort ou presse mort, etc., pour manifester et marquer vraiment le coup par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous en dites? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que moi, j'ai toujours prôné la vigilance citoyenne. Et si par exemple il y a eu un impact sur l'assassinat de Norbert Zongo, c'est parce que la population a pris les choses en main. Voilà. Donc, si la population n'avait rien fait, bon, ça serait passé comme ça aussi, comme il était à la poste. C'est pour ça qu'il faut travailler à l'éveil des consciences et à la vigilance citoyenne pour que le peuple prenne son destin en main. Voilà. Donc, ça rejoint ce que j'ai toujours dit ici. Maintenant, bon, je ne sais pas si je peux profiter de parler d'autres choses ou pas. Oui, allons-y. Bama voulait réagir sur la réaction de M. Zeba. C'est ce que Isaka avait soulevé un problème là. À savoir, n'est-ce pas, que les journalistes qu'on a mis l'accent sur le fait que c'était une école franco-arabe. Voilà. Ça, je pense que ça revient aussi, c'est le travail des journalistes aussi. Souvent, dans des pays en crise, il y a une certaine formation qu'on donne aux journalistes pour qu'ils sachent comment interpréter les événements et comment raconter les choses sans mettre de l'huile dans le feu. Donc, je pense qu'il revient aux journalistes aussi d'avoir une certaine préparation et de savoir comment présenter les choses. Merci. Cela s'est passé au merci, Rwanda. maître. Merci pour le cours de déontologie, d'éthique. Oui, mais sans avoir... Mais c'est aussi fait ici. C'est aussi fait ici. Mais peut-être qu'il faut dire peut-être que quand vous avez une enseigne, le message qui est sur l'enseigne, c'est le message qu'on a donné. Je crois que l'information qui est donnée n'est pas trop en lien avec la nature de l'établissement. Peut-être que c'est des interprétations qui se font. Alors, on va prendre le second téléspectateur, monsieur Iliboudo Anselme, qui appelle de Nouna, justement sur cette affaire de grenades dans une école. Monsieur Anselme Iliboudo. Oui, bonjour, M. Sawargo. Bonjour à vous et allez-y pour votre intervention. Ok, moi j'aimerais intervenir par rapport à une grenade dans une école. D'accord. Moi, je pense que premièrement, ce qu'il faut vraiment saluer au niveau de la communication qui est parvenue dans vos rédactions à travers la gendarmerie nationale, c'est que la précision est toujours de taille. Il faut toujours préciser par rapport, contrairement à ce qui pense qu'il fallait ne pas dire que ce n'est pas une école coranique. Parce que de dire que dans une école coranique, ça permettra aux parents d'élèves, qui ont leurs enfants dans les écoles, là, d'avoir d'avoir un regard vraiment sur tout ce que, en tout cas, les maîtres disent à leurs enfants, et avoir un regard aussi sur les propres enfants, parce que de nos jours, autant que les enfants nous disent ça. Deuxièmement, ce que, en tout cas, un point que j'aimerais apporter, c'est par rapport à la cacophonie de communication entre le ministre, avec le ministre de la Communication. Moi, je pense que la gendarmerie, c'est une institution républicaine qui a été mandatée par l'État. Et il n'y a aucun gendarme qui ne connaît pas une grenade. Tous les gendarmes, ils ont suivi des formations pour ça, ils connaissent une grenade. Est-ce que le ministre de la Communication peut nous dire peut nous identifier les différentes sortes de grenades? Donc, si la gendarmerie fait en sorte de faire un communiqué pour dire que c'est une grenade, on devrait attendre. Et à la fin de cette enquête, s'il y a eu des erreurs, la gendarmerie ne me reviendra pour rectifier. Et ce n'est pas le ministre de la Communication qui doit intervenir du moment où les enquêtes sont en cours. Donc, si les enquêtes ont abouti, que le ministre a donné les informations essentielles, sinon, le ministre de la Communication doit s'en tenir vraiment à ses prérogatives. Parce que l'armée, la gendarmerie nationale, c'est une institution républicaine qui maîtrise les métiers des armes. Donc, la gendarmerie ne peut pas venir dire que non, ce n'est pas une grenade alors que c'est une grenade. Donc moi je pense que vraiment, au Burkina Faso, si on dit que l'armée monte en puissance, on doit faire confiance à cette armée. On ne peut pas dire que l'armée monte en puissance, alors que la gendarmerie fait partie de l'armée, ils sont au front, et vous ne les donnez pas, en tout cas,
on dirait que c'est des situations de dénigrement. Donc moi, je pense que vraiment, il faut que vraiment on respecte chacun dans son domaine. C'est avec ça qu'on va gagner cette guerre. Donc je vous remercie. Merci, monsieur Anselme Ilboudo. Alors, Lengani voulait réagir sur ça. On ne va pas trop polémiquer sur la question de franco-arabe, etc. C'est juste il y a des écoles franco-arabes, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est des écoles franco-arabes. Oui. Comme il peut y avoir des écoles, je ne sais pas, françaises. Si c'était à l'école française, on aurait dit à l'école française. Voilà, donc je pense que c'est pas vraiment... les petits séminaires. Voilà, les petits, on aurait dit. Et puis, voilà, il faut dire peut-être à monsieur Ilboudo que le risque, il est dans toutes les écoles. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Je voulais juste souligner ça. Que c'est pas parce qu'on est dans une... Il n'y a pas un langage, un discours pour les enfants des écoles franco-arabes et un autre discours pour les enfants de l'école chrétienne ou même apostolique ou bien sûr. Non, pour les enfants, ça doit être le même discours par rapport aux mesures de sécurité qu'il faut prendre. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il critique la communication du gouvernement. Et par rapport à cette affaire, avec le ministre spécialiste de tout et de rien, qui contredit la gendarmerie, qui dit que c'est une grenade. Il faut, de mon point de vue, qu'aujourd'hui, la gendarmerie revienne sur ce qu'elle a déclaré. Ou alors qu'elle dise que non, c'est le ministre qui a tort. On ne peut pas rester dans un flou comme ça. Ce n'est pas possible. Je crois que le moins de responsabilité, c'est qu'en la matière, les Burkinabés cherchent exactement ce qui s'est passé. Ça, au moins, c'est le minimum. Il faut dire que, généralement, dans ce genre de situation, ce n'est pas au ministre de la Communication de s'exprimer. C'est soit le procureur du Faso, soit le ministre de l'Intérieur, voilà, de façon républicaine. Maintenant, je saisis l'occasion de la parole qui m'est donnée pour dire que par rapport à ceux qui manifestent suite à la déclaration d'Emmanuel Macron, moi j'aurais compris qu'ils manifestent pour demander des comptes à leur chef d'État. Comment se fait-il, n'est-ce pas, que ce soit comme ci, soit comme ça, plutôt que de manifester pour soutenir leur chef d'État. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord avec la façon dont nous sommes gouvernés et avec la façon dont ces chefs d'État se comportent. Alors que Emmanuel Macron veut remettre ça en cause. Si c'est vraiment des patriotes, ils doivent demander des comptes, plutôt manifester pour demander des comptes à leurs dirigeants. Comment vous êtes-vous comporté pour qu'on s'adresse comme ça à vous? Et donc, moi je pense que tous ces gens qui s'excitent là, soit ce sont des gens montés par le pouvoir, soit ce sont des gens, même s'ils sont de l'opposition, qui se seraient comportés de la même façon s'ils étaient à la place du pouvoir. Et donc, c'est pour ça que ça ne leur a pas plu que Macron, n'est-ce pas, traite leurs dirigeants de paille-là de cette façon. D'accord. Alors, bon, d'accord. On va prendre un téléspectateur. Monsieur Issaka Traoré, qui appelle de la Côte d'Ivoire, évidemment, sur le vote des Burkinabés de l'étranger. Monsieur Traoré. Bonjour, monsieur Legoman. Bonjour à vous. Ça va chez vous? Très bien, ça va. Bien, merci. Je voulais intervenir à propos des votes des étrangers. D'accord. Bon, vraiment, en Côte d'Ivoire, je nous voulais dire au président, quand il avait été, s'il veut qu'on fait tout, mais s'il veut qu'on a encore voté. Même si l'État n'a pas les moyens, il n'a qu'à mettre les gens à notre disposition. Nous dégageons des moyens pour faire notre pièce pour pouvoir en voter. C'est ce que moi je voulais dire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, l'État avait décrété la carte consulaire à 7 000 francs. Je veux dire, il y a des gens qui payent jusqu'à 10 000, il y a des gens qui payent jusqu'à 15 000. Les consulats sont contre, tout le monde le croit. Mais moi, je fais une interview sur ça va faire pour ça. Donc, si l'État qui n'a pas les moyens, quand dit tout bêtement, nous les étrangers qui sont à l'intérieur de Burkina, nous voulons voter. S'ils n'ont pas les moyens, nous allons dégager notre propre moyen pour avoir notre CNB pour pouvoir voter. Très simple. Est-ce qu'actuellement ça se fait là-bas? Est-ce que les CNB continuent d'être faites franchement, nous, à notre niveau, à Djokoye, non, n'avons personne d'abord. Tous les pays, tous les gens qui... Écoutez-moi, alors. Vous m'entendez? Oui, allez-y, oui, on vous écoute. Voilà, en Côte d'Ivoire, tous les ressortissants de la CEDEAO et tous, il faut dans toutes les villes, même y compris dans les campagnes de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi à notre tour, on nous dit qu'il faut qu'on vote dans le consulat et puis les ambassades? Les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire sont plus nombreux dans la campagne qu'en ville. Dans la campagne qu'en ville. Donc là, vraiment, nous, on ne peut pas digérer ça. Si l'État n'a pas les moyens, il n'a pas le dire. Même s'il doit envoyer les gens, que nous, on va, c'est ça, même si on va dégager notre moyen pour avoir notre CM de pouvoir voter, nous allons le faire. D'accord. Ouais, merci, monsieur Traoré.
Traoré Issaka. Il pose deux problèmes, notamment l'extension, la possibilité d'étendre les lieux de vote. Ça, c'est réglé, je pense, avec le dialogue politique. Oui. Maintenant, la question de la CNIB, le document de vote, puisqu'on a exclu la carte consulaire. Et comme il a dit, la plupart des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire détiennent la carte consulaire. Et maintenant, si on exclut ce document et on revient à la CNIB, c'est vrai qu'on réduit le nombre. Bon, et là, c'est vrai qu'il dit que si c'est la question de moyens, il a même pris les prix de 7 000 à 15 000. Quelqu'un qui est capable de débourser 15 000 pour avoir une carte, bon, on donne ils veulent voter apparemment. Est-ce que la question ne se pose pas en termes de comment on appelle ça, de timing entre la production des cartes et la période d'inscription? Parce qu'apparemment, il y a chevauchement en ce moment. La production des cartes, en même temps l'enrôlement. Est-ce que c'est pas là le vrai problème? Ce problème-là, le pouvoir est inexcusable. Mais c'est ça qu'on a dit. C'est le vrai problème qui est là. Oui, parce que dès l'élection de Roch-Marc Christian Kaboré, il avait pris la décision que les Burkinabés de l'extérieur voteraient en 2020. Donc on ne peut plus venir nous parler de calendrier, de ceci ou de cela. Voilà. Mais c'est absolument, c'est ce que Lagui Bama disait. C'est ça, en fait. Savoir que si vous dites que vous voulez une chose, en fait. mais mettez-vous au sujet pour faire ça. Depuis, j'ai même lu quelque part un célèbre professeur qui disait que c'est parce que le président est un bon chrétien qui veut que sa parole soit respectée. Mais c'est très grave quand on arrive à des appréciations de ce genre-là, sur des actes qui relèvent de la République et pas de la religion. Je pense que quand l'intellectuel arrive à ce niveau de bassesse, je trouve que ça ne peut que permettre aux autorités de faire ce qu'elles font, c'est-à-dire n'importe quoi. Bama, sur ce sujet, comme M. Traoré, Issaka Traoré, en campagne, il y en a plus de Burkinabés qu'en ville, alors, qui n'ont pas accès à la fabrication, à l'SCNIB, alors, donc, ne pourront pas s'inscrire, exclusion massive, donc. Non, c'est ce qu'on a dit. Et ça revient au problème de la carte consulaire burkinabé en Côte d'Ivoire. Ça revient à ce problème. Depuis le début, on a toujours posé ce problème. On ne peut pas obliger les Burkinabés de Côte d'Ivoire à payer jusqu'à 15 000, comme il l'a dit, pour avoir une carte, soit dite en passant, qui est biométrique, au même titre que la carte nationale d'identité burkinabé. Et on leur dit que cet argent qu'ils ont pris là pour payer cette carte consulaire-là, c'était comme si ils avaient jeté ça à la fenêtre, cette carte ne représente rien pour eux, ils ne peuvent rien faire avec. Mais non, c'est une insulte. Une carte qui coûte plus cher que la carte nationale d'identité, on ne peut pas voter avec. Ça, à quoi ça sert finalement? Donc, moi je pense que ça procède de la volonté du gouvernement de ne pas laisser ces Burkinabés à voter en réalité. Sinon, la carte consulaire biométrique là, qui est une carte qui a été conçue par le gouvernement burkinabé, qui est biométrique, comme que la carte nationale d'identité, doit pouvoir servir de document de votation. Il ne va pas voir le problème. Ok. Voilà. Alors, on va prendre le dernier téléspectateur, monsieur François Lamoussa, qui appelle pour évoquer le sujet des menaces, intimidation des personnes. Bonjour, monsieur Lamoussa. Je m'appelle Lamoussa François, alias Henri Sobro. J'aimerais dire à mon frère Lagui Bama qu'en réalité, il est préférable pour lui de commencer à mettre sa famille à l'abri. Parce que, ça veut dire, ce pays-là, il a un problème, un vrai problème. En réalité, moi, j'aime à dire à mes proches, ce pays ne gouverne seulement que la présidence. Il n'a aucune notion de ce qui se passe dans le pays. Et il y a des gens dans son gouvernement qui travaillent même pour que son régime tombe. Mais qui va lui dire? Qui va lui dire? Parce que c'est un cercle fermé. Ça veut dire qu'ils l'ont entouré de telle sorte qu'il ne peut pas entendre ce que d'autres voient que c'est qu'eux, ils veulent qu'ils... C'est comme si on était en train de l'instrumentaliser en quelque sorte. Et ça fait que, regardez, depuis qu'on a commencé à dire des intimidations, des trucs passés, est-ce que vous avez déjà vu que quelqu'un a pu élucider une affaire? Si tu t'amuses dans ce pays, on va te tuer et rien ne va se passer. Ils vont encore sortir un jour comme concert. Les mines de filtrer les gens là, ça c'est pour leur propre profit publicitaire. Ça n'a rien de plus. Moi j'ai dit à mes proches, cherchez-vous, parce que le pays est en insécurité totale. Personne ne défend personne dans ce pays. Quand vous regardez les gens qui se le barricade dans leur camp là, vous pensez qu'ils sont en train de défendre la population comme ça. Donc, on est arrivé à un niveau
moi, ma compréhension, c'est qu'il faut que chacun cherche sa propre sécurité. C'est pour ça que je dis aux hommes de bonne foi, si vous avez la chance de quitter le pays, quand un jour la situation va se calmer là, vous allez revenir. Sinon, on va mourir gratuitement, pour rien. On va, quelques-uns cervelés à cause de quelques mètres qui gagnent dans le pouvoir, ils vont vous tuer pour rien. Et personne ne veut rien faire. Donc, mon frère, même il y a des ministres là-bas qui ont leur famille à nous. Pourquoi ils n'amènent pas leur famille ici? Pourquoi la dernière fois, les policiers se sont plaints parce que leur ministre est parti pour voir sa famille? Mais vraiment, il faut dire les choses comme ça se présente. Cherchez-vous. Personne ne gouverne, peut-être ne protège personne dans ce pays. Ça, c'est mon avis. Merci, M. Ilboudo. Beaucoup pessimiste. L'article 15, la Constitution zaïroise. Voilà, beaucoup pessimiste. La Guy, sur cette... non, je lui dis merci d'abord, mais en même temps, je lui dis tout ce que je ne suis pas d'accord avec lui. En la partie de son propos, il parle de « cherchez-vous ». On se cherche comment? D'ailleurs, Norbert Zongo a une idée très, très intéressante sur cette question. On est perdu ou bien? On est perdu? Pourquoi on se cherche? On se cherche et puis on va se retrouver où? On va où? On ne peut pas fuir laisser le pays. On doit affronter notre vis-à-vis. Ça, c'est clair. Il faut que les Burkinabés se déterminent pour se dire qu'on a en face une situation qu'on doit gérer nous-mêmes. Il n'y a pas à fuir cette situation. On doit l'affronter de façon frontale. S'il y aura des morts, les morts vont partir. Ceux qui vont rester vivront dans la dignité. Il n'y a pas à se chercher. Il faut l'affronter. Voilà ce que moi j'ai dit. Maître? Non, je suis d'accord avec ce que Ladji Bama a dit. Parce que fuir le pays parce qu'il y a des difficultés, ça fait l'affaire des dictateurs. Absolument. Si actuellement un président comme Afewerki est toujours en tête en Érythrée, c'est parce que les Érythréens s'exilent. Si tous ceux qui fuient les difficultés, qui craignent les difficultés là partent, qui va rester lutter pour changer le régime? Donc fuir parce qu'il y a des difficultés là, au contraire les dictateurs n'aiment que ça. Parce que ceux qui sont mais capables... ici, ce qui se passe, les menaces de mort, etc., c'est pas le régime. On n'a pas déterminé que c'est le régime. Donc c'est une insécurité, peut-être que le régime lui-même, le gouvernement n'arrive pas. Donc, en luttant, on peut amener le régime à faire face à cela et à trouver des solutions. Alors, monsieur, il a dit quelque chose. On aurait peut-être, on n'a pas peut-être évoqué ça. Est-ce que tout cela peut conduire à un sentiment d'autodéfense pour les uns et les autres? Est-ce que ça peut amener les gens à vouloir eux-mêmes prendre en charge leur propre sécurité? Et est-ce que là, on va se retrouver dans un Far West comme... pas un Far West, parce que... effectivement, je vais d'abord dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je suis vraiment frontalement opposé à ce qu'il dit, à savoir qu'il faut se chercher. Non. C'est le pouvoir qui va se chercher. Parce qu'il est incapable de résoudre les problèmes de sécurité des Burkinabés. Ce n'est pas les Burkinabés qui vont s'exiler et le laisser faire ce qu'il fait. S'il est incapable, on le change. Tout à fait. Il y a les règles démocratiques qui le permettent. Il y a même d'autres moyens que l'histoire du Burkina très récemment a montré qu'on peut faire partie d'un régime qui devient tout à fait constitutionnel par le fait du prince ou par le fait du peuple entre guillemets lui-même. Donc, on ne se cherchera pas. C'est le MPP et sa manière de gérer qui vont se chercher. Ensuite, pour l'autodéfense, effectivement, on doit... C'est une mesure tout à fait normale, comme quelqu'un l'a proposé tout à l'heure. Au niveau des médias, il faut qu'on se protège davantage. On ne peut pas laisser agresser un confrère comme ça. Et puis bon, chacun est là dans son coin. Alhamdoulilah, c'est de la Guibama, ce n'est pas mon problème. Je pense que là, c'est vraiment irresponsable. Et c'est le niveau de dépravation que les Burkinabés ont atteint. Parce que ce n'est pas normal. On aurait dû avoir une réaction immédiate. On a des organisations pour ça. Qu'est-ce qu'elles font? Et vous ne voulez pas qu'on dise que ces gens-là sont achetés par le pouvoir du MPP. Mais ce n'est pas possible. Je dis, c'est là, il ne faut pas qu'on se cherche, il faut qu'on organise effectivement, qu'on s'organise davantage et qu'on prenne conscience des réalités et puis lutter dans le sens effectivement du respect des lois. Donc pour commencer par la fin, donc Issaka Lengeni pose la question à savoir si ces gens-là sont, comment je dis là, corrompus par le pouvoir du MPP ou pas. Moi je dis, mais vous êtes des journalistes. Vous pouvez changer votre direction comme vous le voulez. Il y a ça aussi. Donc c'est la responsabilité des journalistes. Mais ce n'est pas uniquement une affaire de journalistes, parce que la liste des cas qu'on a cités ici, la liste des cas qu'on a cités ici, c'est des cas dans toutes les Non, je parle de par rapport au moins au niveau de la presse, par exemple. Vous pouvez avoir une chose là, une direction à donner à vos propres structures. Maintenant, par rapport à l'autodéfense, je dirais que c'est possible. On peut arriver à une situation où chacun
se cherchent, comme il le dit là, ils cherchent à se protéger si la conscience collective n'est pas suffisamment développée. Parce que cette situation s'est produite en Jamaïque dans les années 70. Bob Marley même chante ça, la Fire in Trenchtown, là, où chacun se protégeait maintenant et les gens se tiraient dessus dans les rues de Kingston. C'était chacun maintenant pour soi. Aux États-Unis, on avait allégé les procédures d'acquisition. On avait autorisé même l'acquisition automatique des armes parce qu'il fallait aller contre la violence par la violence. Ça, c'est depuis longtemps. Oui. Ça, c'est depuis la conquête des États-Unis. C'est C'est écrit même dans la Constitution. C'est ça. Et dans les murs de Washington, vous voyez, mais c'est écrit là. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pour dire que si la conscience du peuple n'est pas assez élevée, face à une telle situation, ça peut désagréger le lien social et chacun en arrive maintenant à se chercher, à se protéger. Mais si la conscience du peuple est assez élevée, il comprend que c'est un problème social et qu'il faut le voir de façon globale. D'accord. Lagui, pour terminer sur cette intervention de M. Lamoussa. Oui, je voulais répondre un peu sur un point que Issaka Lengana a soulevé. Pour dire que moi, à mon niveau, je n'ai pas vécu cette situation comme lui, il la présente. Je trouve que les confrères ne sont pas restés inertes. Moi, j'ai été franchement débordé par cette mobilisation populaire qui a eu lieu pour nous soutenir dans cette douloureuse circonstance. Jamais je n'ai vu toute la confrérie se mobiliser comme à cette occasion-là. J'étais débordé par les appels, les messages et même les déclarations qui sont venues de façon spontanée. Dans la même soirée, j'ai vu l'AJB et le centre des presses et tout ça faire une déclaration en un rien de temps. Professionnelles. Ouais, en un temps record. Ensuite, l'UNALPHA et tout ça sont venus nous voir à la maison, au journal et tout ça. Même au plan international, tenez-vous bien, RSF, ICIJ, le Consortium international des journalistes d'investigation basé aux États-Unis, tous ceux-là se sont mobilisés derrière nous et j'ai compris que nous avons désormais une lourde tâche sur nos frères épaules, c'est que nous devons foncer davantage dans ce que nous sommes. Oui, mais ce que les autres aussi disent n'est pas faux, c'est-à-dire que sur le coup politique, est-ce que les déclarations seulement peuvent suffire dans la situation? Je pense que c'est déjà un très bon départ. Moi, je pense que c'est déjà un très bon départ, mais on ne s'arrête pas à ça. D'accord. On doit peut-être aller au-delà des déclarations. Oui, mais c'est à moi qu'il a donné la parole. Les déclarations, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Les coups de fil individuels à Ladji Bama, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est parce qu'il le dit ici, là. Nous, on ne le savait pas. Mais c'est des actions concrètes dont on a besoin. Qui sont visibles. Visibles par tout le monde. La police vous a appelé. Ah oui, on ne le savait pas. On ne le savait pas. Mais c'est des actions concrètes dont on a besoin pour que ceux qui sont en face sachent qu'il y a un mur et que si tu veux faire face aussi, tu auras des problèmes. C'est ça. Peut-être aussi. Je voudrais juste dire. Moi, je suis d'accord avec Lagui. Il fait très bien de citer toutes les actions qui ont été menées par les confrères en son endroit. Mais je dis que c'est loin d'être suffisant par rapport à la nature de l'agression. Moi, je pense. Parce que ceux qui ont fait ça là, ils savaient très bien que RSF, machin, allait faire des déclarations, l'AJB, la CEP, etc., l'UNALPHA allait faire des déclarations. Tout ça, c'est la moindre des choses. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut pour empêcher que moi, Lengani Issaka, demain, on vienne m'agresser? Je ne pense pas. Là où je suis de ma situation, je dis, pour que je ne subisse pas le cas de Lagui Bama, un jour, il faut que les journalistes fassent autre chose, qu'ils soient plus présents et qu'ils fassent savoir à celui qui est en face, si vous faites ça, voilà ce que nous sommes capables de faire pour protéger, pour réagir. Et là, effectivement, les gens vont changer. Si on reste dans les déclarations, dans les lettres, etc., mais ce pouvoir-là, il n'en a que faire. Merci à vous tous pour vos différentes réactions, analyses et commentaires des différents sujets que nous avons eu donc droit à repasser en revue sur ce plateau. Merci à vous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés d'ailleurs de très loin, Côte d'Ivoire, également en province, en région, Nouna. Merci à tous. On était donc sur ce plateau de Presse Éco. J'étais avec Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Il est avocat, il est inscrit au barreau. Il est donc président du CRI, qui est le Centre de recherche international et stratégie. Merci, Maître, d'être passé sur ce plateau. Évariste Faustin-Concebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci d'être passé. Et puis Issaka Lengani. Lengani est donc directeur de publication de l'opinion qui paraît en ligne. Et puis enfin, Lagui Bama, donc journaliste, rédacteur en chef donc, du Courrier confidentiel, journaliste d'investigation. Merci Bama d'être passé. Et puis beaucoup de courage à toi et à tous ceux qui ont une opinion, qui doivent donc continuer, parce que comme quelqu'un le disait, il faut abuser de la liberté. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour notre numéro.